on parle toujours de la mort de la peinture. Moi, ça me fatigue un peu parce que ça fait très longtemps qu'on parle de la mort de la peinture. On a vendu la toile blanche. Et ça revient sans cesse sur le tapis. Ben, moi, je préfère encore l'attitude de quelqu'un comme Chessac, quoi. Il signe la fin de la peinture en disant, il fait des croquis comme ça, et puis il dit celui qui l'achètera n'aura qu'à mettre de la couleur. Un peu le modèle est sur le type des carnets, des cahiers d'enfants, les dessins pour enfants coloriés, quoi, le truc de coloriage. Alors, l'acheteur pouvait colorier. Bon, et puis bon, bah, Rembrandt, le dernier autoportrait de Rembrandt, on l'a radiographié. Il s'est représenté au départ avec le pinceau et il a gommé le pinceau, quoi. Donc, on voit un portrait de Rembrandt sans le pinceau. Et seul Pascal Rayon nous dit que... Donc il signe sa mort à la peinture d'une certaine manière. Et moi, ça, bon, quand c'est Rembrandt qui le fait, quand c'est Chessac, ça va. Mais alors après, c'est vrai que la toile blanche, ça ne va pas encore tenir. Mais on voit bien qu'on ne peut pas s'en passer en réalité depuis, je sais pas, depuis la grotte Chauvet, 34 000 ans avant. Bon, déjà, il y peignait, et puis ils peindront encore 34 000 ans après, quoi. Il y a... Et donc, je préfère moi l'attitude beaucoup plus simple et honnête de gens comme Yvon Daniel, comme Fidorenko, qui ne peuvent pas se passer de la peinture. C'est pour, même si la mode maintenant, même si c'est des installations qui... Mais bon, voilà, on fait des installations. C'est très bien, moi, je veux bien, oui. Mais en réalité, on n'empêchera jamais, on ne pourra pas empêcher les gens de gribouiller. Yvon Daniel, il appelle ça, il dit qu'à un moment, il tente de gribouillage. Ben, moi, je préfère encore le gribouillage. Dans cette manière donc de peindre à côté du monde, c'est-à-dire pas le monde lui-même, il ne représente pas les fleurs, les arbres, mais il représente la force que sont les fleurs et la force que sont les arbres. En fait, les principes vitaux, il est plutôt, lui, comme une sorte de chaman. Alors lui, la peinture, c'est sa transe, quoi. La couleur, c'est sa transe. C'est peut-être la raison pour laquelle on tient tant à la peinture aujourd'hui, y compris la peinture abstraite, c'est qu'avec ces signes qui ne renvoient à rien, eh bien, en renvoyant à rien, elle renvoie finalement à une sorte de principe fondamental, qui est celui de la vie, tout simplement, et qui touche, on le sent bien, à quelque chose dont on s'écarte par la technique, quelque chose de sacré, au fond. Je ne dis pas qu'il y a Dieu derrière, je ne sais pas s'il existe, mais c'est beaucoup plus important. Au fond, le sacré, c'est ce qui est palpable entre le monde et moi, et que je ne parviens pas à saisir, et qui fait que le monde existe et que j'existe. Et donc chez Yvon Daniel, je vois des coins de jardin dans lesquels j'aimerais me reposer sans qu'il y ait de jardin. Je sens la caresse de la branche légèrement au-dessus de moi, sans qu'elle soit là. Et finalement, je suis bien dans une émotion poétique beaucoup plus présente, beaucoup plus forte que l'émotion que je pourrais percevoir s'il y avait vraiment la branche, s'il y avait vraiment le jardin. Et là, ça procure tout simplement du bonheur. Il est quand même absolument évident que pour ce qui est de la peinture, c'est-à-dire qui n'est pas du conceptuel, ce serait des artistes conceptuels, à la limite on pourrait se dire oui, ils concentrent, et puis ils vont nous trouver une formulation inédite, quelque chose qui va nous toucher, qui va nous émouvoir. Bon, certes, mais fabriquer un objet, c'est y réfléchir certainement, mais c'est aussi maîtriser. Maîtriser le pinceau, contrôler la couleur, savoir traduire le mouvement, l'influx que l'on sent en soi. Et ça, malheureusement, c'est un peu comme la musique. Gauguin qui disait « la musique viendra d'instinct, achète un piano ». Et les derniers sous, avant de repartir là-bas pour les Tahiti, ça avait été acheté d'aménager rue Vercingétorix un piano. Donc bien entendu, il n'a tiré aucune note, c'est évident. Parce que là, a fortiori, si la peinture c'est difficile, si le trait c'est difficile, le contrôle d'un clavier c'est encore plus exigeant. Eh bien ça, c'est l'idée des arts comme ça que l'on ne peut pas faire d'instinct. Tout à fait clair. Et la peinture en est. Et si l'on veut maîtriser son art, maîtriser son outil, eh bien il faut le pratiquer. Et je crois que ce qui caractérise Yvon Daniel, et on le voit bien quand il fait une exposition,
comment, par série, il arrive à cerner des choses, et que ce soit sur la toile, par la couleur, ou par le pastel, il y a des dessins là-dessous, et des choses qui sous-tendent son travail. Et ça, cette exigence, si difficile soit-elle, s'il est obligé de se prendre par la main pour aller vers l'atelier, eh bien ça se sent. Ça sent qu'il y a des années et des années de concentration, d'essais, et tout ça nourrit peu à peu et lui permet d'aller de l'avant et lui permet de progresser sur cette ligne qui n'est pas un axe, hein, n'exagérons rien, c'est une sorte de grande tresse, c'est une sorte de grand faisceau, mais qui est orienté. Il y a eu un début quand il est arrivé aux Beaux-Arts et depuis, eh bien, ce faisceau, on ne sait pas où il mène, mais il y mène. La lumière n'entre pas par effraction dans les édifices religieux et ne profane pas leur silence, mais en traversant leurs vitraux, elle leur emprunte leur couleur et leur forme. Elle étend ainsi sur la fraîcheur des dalles et des parois ces bannières bigarrées que les caprices du temps font vibrer au gré des heures. Si aujourd'hui le vitrail est indissociable de tout édifice religieux, ce ne fut pas toujours le cas. En effet, il faut remonter à un millénaire pour voir nos cathédrales, nos églises et nos chapelles se parer de vitraux et assister à la déclinaison de la lumière dans ces lieux de recueillement. La Bretagne est tardivement touchée par cette mode. Il faut attendre le XVe siècle environ, sous l'impulsion du mécénat ducal et grâce à l'éclosion d'ateliers de maîtres verriers, pour que la Bretagne voie ses baies se colorer et subir parallèlement les influences nordiques et italiennes, ligériennes et bellifontaines. Les motifs sont alors très figuratifs et représentent des scènes religieuses du Christ et de la vie des saints. Si le XIXe siècle marque un nouveau regain pour l'art du vitrail, depuis 1945, on assiste à un nouvel essor où l'art contemporain va peu à peu détrôner le classicisme des sujets abordés. De grands peintres comme Matisse, Soulages, Braque, Léger ou Chagall se sont illustrés à Saint-Paul-de-Vence, à Conques, en réalisant de somptueux vitraux. La Bretagne ne fut pas en reste pendant la même période, notamment avec Manessier au Puldu, Jean Lemoyle à Rennes, Bazaine à Pinmar, Geneviève Haas à Lamballe, Gérard Lardeur à Languenette et, plus récemment, Yvon Daniel à Guiscrif. Guiscrif est situé au nord-ouest du département du Morbihan et que ça se trouve à, je dirais, 50 km de Quimper, 40 de Lorient. Voilà, c'est une petite commune vraiment vivante, enfin essentiellement rurale, mais également Guiscrif possède un aérodrome, un patrimoine religieux très important, hein, puisque nous avons une église classée à l'inventaire supplémentaire, 3 chapelles classées à l'inventaire supplémentaire et 4 autres donc, qui ont également leur intérêt. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la chapelle Saint-Antoine, qui a la chance d'avoir un comité de quartier enfin, extrêmement dynamique, qui a réalisé énormément de restauration enfin, et d'actions intéressantes autour de la chapelle. Et en particulier donc, la création de vitraux modernes. Cette création de vitraux
a été possible grâce au partenariat qui existe toujours entre la commune et les comités de quartier. Mais elle a également été possible parce que c'est quand même une opération qui a coûté, je dirais, pas mal d'argent. Et elle a été possible donc grâce aux subventions assez conséquentes octroyées par l'État, le Conseil régional et le Conseil général. On ne quitte pas son enfance en mettant le feu à son village. Yvon Daniel pourrait le revendiquer tant il a su garder son esprit d'enfance, un lien étroit et authentique avec la nature, avec les arbres, le vent, les pluies, la lumière, mais aussi cette mer aux couleurs versatiles qui inlassablement réinvente sa patrie marine des côtes d'Armor et qui transmet à son œuvre son impérieux désordre. C'est en 1997, il me semble, que Philippe Bonnet, à l'époque inspecteur en chef d'un monument historique, m'avait appris qu'il connaissait mon travail, qu'il appréciait mon travail et qu'il serait sensible à une commande à venir. Et cette commande est venue très peu de temps après. Du moins, il y a eu bien sûr ce premier contact avec monsieur Philippe Bonnet, mais aussi, bien sûr, ces rencontres avec les gens de l'association de sauvegarde de cette chapelle. Mais il n'y avait pas un risque de mener un tel travail avec un artiste qui n'avait encore jamais fait de vitraux? Naturellement qu'il y avait un risque. Moi-même, je crois que j'en ai pris un gros à un certain moment. J'ai même eu un peu, non pas d'angoisse, mais je me suis dit que c'était quand même une commande très importante pour un peintre qui n'avait jamais abordé ce sujet, ce support. Parce qu'il faut savoir qu'une église ou une chapelle du XVIe siècle, c'est sacrément chargé d'histoire et de spiritualité. Je dois dire que c'était quand même quelque part une chance, non seulement parce que Philippe Bonnet aimait mon travail, mais aussi parce que la présidente de l'association de Guisrif, l'association pour la sauvegarde de cette chapelle, souhaitait voir une réalisation non figurative. Elle me parlait surtout de couleurs, et beaucoup de couleurs. L'inspecteur en chef des monuments historiques savait mon amitié pour Jean Bazin. Le vitrail m'a beaucoup attiré depuis de très longues années. Pas seulement avec Bazin, mais avec toute cette génération de peintres des années 50 qui, avec l'appui du grand-père Couturier, a créé une nouvelle dynamique pour la création de bistrot en France. démarche pour préparer la réalisation de ce vitrail? Quelles ont été les ébauches? Quel a été le travail que tu as mené autour de cette réalisation des vitraux en amont En amont, il y a eu une première approche des pré-projets que je vais présenter assez rapidement à l'ADRAC, au département des monuments historiques, mais en sachant que c'était un travail qui ne faisait que commencer.
Il a fallu que je m'imprègne de ce lieu. Ça veut dire aussi beaucoup de visites dans cette chapelle du XVIe siècle. Mais bien sûr, les choses, et surtout les maquettes, se sont développées, affinées, avec la rencontre incontournable et nécessaire du maître verrier avec qui j'ai entamé ce gros chantier. Donc je suis venu, j'ai découvert un petit peu sa peinture. Moi, grosso modo, j'ai peu de culture sur les peintres. Je fais du vitrail. Bon, ce qui est intéressant, c'est de prendre un peintre qui va venir faire du vitrail, mais a priori, il ne sait pas faire du vitrail. Lui, il fait de la peinture à plâtre, comme ça. Maintenant, le coup, c'est de lui faire penser transparence, lumière. C'est de venir peindre sur la lumière. Et avec Yvon, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de pouvoir prendre une grande surface comme ça, avec le geste qu'il a, et c'était de le faire participer complètement dans son geste. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il puisse, lui, venir peindre vraiment lui-même son vitrail. C'est comme un sillon, hein, c'est de laisser cette empreinte-là sur son verre, mais il fallait que ça soit sa main qui puisse le faire. Bon, alors on s'est organisé autrement parce qu'il y avait des grands aplats, il y avait des grandes choses extrêmement techniques, mais toutes ces forces qu'il peut avoir dans sa peinture, moi je lui ai demandé de le faire. Donc il a tatouillé la peinture, mais qui n'est pas une peinture, c'est une grisaille. Donc il fallait apprendre, c'est vrai, le geste de savoir travailler cette matière qui n'est pas un truc qui sort du tube. Ce sont des oxydes métalliques qu'il faut broyer, qu'il faut savoir passer extrêmement légèrement. Et très léger, ça peut faire des noirs extrêmement denses. Donc il s'est amusé à faire ce genre de choses-là. Donc ce qui veut dire que toutes les marques, c'est lui qui a vraiment peint son vitrail. Et c'est ça qui était intéressant. Donc par rapport au projet initial, par rapport à la maquette qu'il avait faite, le travail qu'il a pratiqué sur le vitrail, c'est encore différent? Ou alors il a calqué un petit peu son propre motif? Complètement différent. C'est complètement différent. Il est parti sur une idée précise, finalement. Un vitrail, c'est du verre et du plomb. Ouais. Donc ça a été le premier jeu de maquette. Et on s'est très vite aperçu qu'il n'y avait pas ça. Il fallait passer autre que cette technique traditionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai proposé de prendre des grandes plaques de verre et puis d'œuvrer directement là-dessus. Mais de forme générale, on va dire que la plus belle des maquettes ne fera jamais le plus beau des vitrails. C'est-à-dire qu'on va avoir une maquette, Yvon a fait l'effort de faire des cartons grandeur nature, ce qui donnait quand même une certaine échelle. C'est-à-dire qu'on passait, il relançait quand même complètement son geste, et de ce carton, la grandeur nature, nous on a retravaillé dessus en atelier pour sortir les volumes exacts que l'on avait besoin, les tracer avec des références de couleurs, et puis ensuite on a commencé à peindre, et Yvon est venu peindre naturellement là-dessus. Et ça donnait toujours autre chose, parce qu'une fois un papier, une maquette, on la regarde comme ça, mais on la voit pas vraiment en transparence. Même un joli Polaroid ne fera pas, d'une maquette ne fera pas un vitrail. Donc c'est vraiment la matière même du verre qui fait que on va avoir cet esprit, cette lumière. Le moindre nuage qui va passer à 4 km dans un ciel bleu va venir se pomper sur la surface du verre, intérieur, extérieur, grâce à la grisaille. Et c'était ce travail de grisaille qui était sacrément intéressant. Plus encore, c'est qu'on avait une vision en atelier, mais une fois qu'on a transporté les vitraux dans l'édifice, ça avait encore lieu d'une autre vision. Parce que les lumières sont complètement différentes. Si, on a quand même déjà une certaine idée des grands rythmes. Ouais, c'est bon, ouais. Non mais c'est vrai que c'est une étape qui est fondamentale parce que c'est celle de la structure, de la composition et c'est là que les choses vont tenir le coup. Hein. Il ne s'agit pas de composer n'importe comment. J'ai une base, il faut que je la garde. Beaucoup de choses vont disparaître, d'autres au contraire vont se renforcer. Mais en peinture, il faut toujours d'abord sentir le dessous. Ce qui tient, c'est le corps, quoi. Peinture qui n'a pas
sa charpente, elle est molle. Hein. Est-ce qu'il y avait au départ un cahier des charges à respecter? Non. J'étais très libre dans ma création. J'étais très libre dans le temps. On savait, du moins le maître verrier m'avait suffisamment dit qu'il fallait prendre son temps. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis plus de 3 ans pour la réalisation. Mais c'était un temps nécessaire pour aller jusqu'au maximum de ce que nous pouvions réaliser. Est-ce que ce projet il s'inscrit dans une continuité de ton travail ou c'est quelque chose qui est tout à fait différent? Continuité certainement parce que il y a mon travail de peintre depuis 35 ans qui est là dans le fond des choses. Mais bien sûr, puisque c'est un autre support, c'est un lieu quand même très particulier, une chapelle, il a fallu que j'ai essayé, je pense, développer une certaine spiritualité dans le développement de ces maquettes qui, de la baie nord jusqu'à la dernière au sud-ouest, devaient exprimer un rapport avec la lumière. En peinture, on ajoute, on superpose des choses. On peut en enlever, on additionne et on soustrait. Et ici, il faut justement laisser la lumière passer, en tenant compte d'éléments à la fois intérieurs et extérieurs à l'édifice. C'est une chapelle qui est consacrée à Saint-Antoine. Bon, Saint-Antoine, c'est le saint des cochons. Oui. La chapelle Saint-Antoine, c'est une des plus grandes chapelles de Guiscriff et elle était très fréquentée fut un temps. Parce que il faut reconnaître que c'était le patron des cochons. Il paraît qu'on dit le protecteur des cochons. Les gens venaient très nombreux. Il y avait 3 messes le jour du pardon de Saint-Antoine et les gens venaient nombreux et malgré qu'il n'y avait pas de route. Et ils venaient à cheval, à Charabon, à travers champs. Et ils venaient implorer, évidemment, les grâces de Saint-Antoine, surtout pour leurs cochons, étant donné qu'ils étaient persuadés dans le temps qu'en faisant des prières pour les cochons, ils donnaient grassement à la quête, à côté de maintenant, c'est sûr. On ne retrouve pas une figure de Saint-Antoine dans les vitraux. Alors pourquoi cette forme très contemporaine, très non figurative du vitrail? Tout d'abord parce que je ne pouvais pas aller vers un espace figuratif qui n'aurait pas été dans le sens de mon travail de fond depuis très longues années. Mais parce que je crois aussi que la non-figuration peut permettre aux spectateurs, qu'ils soient croyants ou tout simplement visiteurs de ce genre de lieu, de trouver une autre respiration. C'est-à-dire que si j'avais décidé Si, il y a bien quelques clins d'œil à Saint-Antoine, dans l'occasion de voir dans la baie du Sud, côté chevet, des mouvements circulaires où j'ai essayé d'exprimer une idée non pas de grotte, mais enfin c'est là où certainement Saint-Antoine aurait pu se retirer dans son ermitage. Mais il n'était pas question soit de peindre des cochons ou quoi que ce soit. Dans l'histoire, bien sûr, dans l'histoire du vitrail, les compositions sont toutes figuratives jusqu'à la guerre de 39-45. Il ne faut pas oublier que les gens ne savaient pas lire, qu'ils allaient à l'église et ils découvraient par le vitrail cette forme de BD qui racontait les scènes des saints ou la liturgie. Mais on n'a plus besoin forcément de cette expression figurative.
Est-ce que les couleurs que tu as utilisées ne prennent pas le relais de l'absence de figuration? Est-ce que tu peux, par exemple, développer l'utilisation du vert, du rouge, du jaune dans certains vitraux? Bien sûr. Le vert, par exemple, à quoi correspond ce vert qui est présent dans le vitrail qui se trouve face à l'autel? Le vert, pour moi, a toujours été une couleur un peu ambiguë parce qu'elle signifie immédiatement une idée de nature, d'arbre, etc. Mais le vert ici est plus une référence ou une idée d'espoir, d'enfantement, de paix. Et j'avais besoin d'exprimer par des couleurs froides ces deux premières baisses où le vert associé au bleu, quelques jaunes, mais beaucoup de blanc, avait comme rôle principal de participer à une composition ascensionnelle. Les baies qui sont au sud, elles sont surtout rouges et jaunes. Oui. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'orientation de la chapelle que tu as choisi ces couleurs, ou bien il y avait aussi une dimension sémantique dans ce choix des couleurs? J'ai choisi au départ de traiter des quatre éléments fondamentaux, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et le feu. Ce plan ici est à la base de tout le travail d'approche des pré-maquettes, des maquettes, de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Cette baie de chevet sud, c'est en tourne, je l'ai traitée avec des rouges, surtout avec des rouges et des blancs. C'est peut-être là que se trouve la référence à Saint-Antoine. Car avec ces mouvements circulaires, j'ai essayé de traiter de cette période où il se retire dans son ermitage. Le feu, c'est quoi? C'est bien sûr le rouge, c'est le feu sacré, le rouge c'est la vie, c'est très dynamique. Ensuite, la grande baie sud, que j'appelle les grandes ors. Pourquoi? Parce que là c'est très très lumineux. J'utilise beaucoup de jaune et de orange, de rouge, bien sûr. Nous sommes du côté du cimetière ici. On n'en voit plus maintenant parce que les cimetières sont remplacés par des placistres qui sont des lieux de promenade, de méditation. Mais nous sommes dans la zone sèche ici, c'est-à-dire bien sûr que les morts on n'allait pas les enterrer sur des terres humides. C'est certainement par le choix de ces rouges et ces jaunes que la lumière peut peut-être vibrer davantage lorsqu'un nuage vient calmer la puissance lumineuse du soleil. J'ai fini avec cette petite baie du sud. C'est une référence à l'air. J'ai utilisé quelques bleus cobalt, mais aussi et surtout des rouges et des jaunes d'or. C'est une idée de sérénité, de paix du couchant et bien sûr de mort. Donc finalement, ces 5 baies répondent les unes aux autres par ce cheminement de la couleur. Je pense que ça avance là parce que j'ai l'impression qu'il faut plus de blanc là. C'est un travail, quand il faut imaginer à l'envers toutes les formes, toutes les tâches. Il va plus haut. C'est ça. Ouais.
On va chercher il va jusqu'en haut. Ouais, on va chercher la lumière. Il faut. Le grand carton est couché. Alors ça fait une transposition d'images complètement tordue. Et c'est vrai que, comme tu dis, les cimentations sont à l'envers. Alors il faut toujours maîtriser les passages de lumière, de couleur, de rythme. Ça n'a plus rien à voir avec la peinture, c'est-à-dire que là, c'est le vrai travail du verre, là. Ouais. C'est autre chose, comme gymnastique visuelle. Hein. Il y a des couleurs qui, par sédimentation, font des choses un peu qui semblent boucher. Et puis c'est plus tard, après la cuisson, que des choses se révèlent. On a fait celle-là, donc là-dessus, il y a quoi? Des jours. Bonjour, ça va? Je vais un peu plus et puis t'arracheras. Ouais. Ah oui, on sait. Il y a du blanc là. Hein. Oui. Contre là. Ouais. Ici là. Ouais. Ça c'est du plomb. Tiens. On va se laver les mains après. T'attends encore un peu ici, puis t'as juste un petit... Contre le rouge, tu as un rouge... Tiens, on a pas mis les blocs. Il y a un noir. Non, il y a le noir. Là t'as le rouge, t'as le noir. Et là il faudrait mettre un peu de rose. J'ai oublié de faire d'autres couleurs. On le mettra après. Ouais. Ça c'est du rouge, ça c'est du rose. On a ça. On a ça qu'on vient de faire. Et ça, c'est tout, hein, 3. Non, c'est bon. Ah si, dans le brun, t'as un petit peu de jaune. T'as juste une petite tache. Tu vois pas? Ah, ici. Dans le brun, ouais, ici. C'est pour ça que c'est marqué là. T'as juste une toute petite tache. Oh. Il faudra que tu passes de mon côté là. Ouais, alors là. Si, c'est la tache rouge là. Oui, il est blanc. Parce que c'est. Entre le noir, il y a les blancs du côté rouge, ici. Ouais, un tout petit peu. Peut-être que tu vas mettre un petit peu là. C'est pas bon non plus. Voilà. Plus, ouais, là, et à droite, là. Là où tu fais un blanc. Ouais. Pas plein.